Souvent, on me demande c'est quoi une bonne idée de boîte. Je pense que les meilleures idées de boîte, c'est celles où tu résous tes propres problèmes. Et moi, mon problème en 2019, c'était que j'arrivais pas à gérer correctement mon argent. J'ai bossé dans une boîte qui s'appelait Capitaine Train. On arrive à faire une IPO à Londres pour 2 milliards d'euros. Et moi, effectivement, je gagne ce jour-là 500 000 euros. Donc je paye comme 150 000 euros d'impôts cette année-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de youtubeurs. Et c'est hyper intéressant parce que les gens qui sont à l'écran, c'est ce qui sont en vrai. Tu regardes la chaîne d'Hugo Décrypte, et bah Hugo, c'est la même personne dans la vie privée que dans la vie publique. Et ça, c'est fort, tu vois. Je pense que les ETF, ça peut être aussi risqué ou moins risqué que l'immobilier. Je pense que c'est moins risqué que l'immobilier. Quoi ? Bon, ça roule, Mounir? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Putain, on a été un petit peu en retard ce matin. C'était un peu speed, mais écoute, c'est cool. On arrive enfin à savoir, parce que je pense que ça fait au moins 6 mois que plus, je je te pense. cours après. Ça va faire un an. Écoute, on va aller à droite au but directement. Est-ce que tu peux te présenter? Puis comme ça, après, on va enchaîner. Bah écoute, Mounir, 34 ans, j'ai créé Finari il y a 4-5 ans. C'est une app pour gérer son patrimoine. Et tu sais, souvent, on me demande c'est quoi une bonne idée de boîte. Je pense que les meilleures idées de boîte, c'est celles où tu résous tes propres problèmes. Et moi, mon problème en 2019, c'était que j'arrivais pas à gérer correctement mon argent. J'avais pas de dashboard pour suivre tout ça. J'avais pas les bons conseils. J'avais pas accès aux bons produits. Et donc, en gros, j'avais pas de bon contenu pour m'éduquer. C'était contenu américain. Donc, je regardais beaucoup de vidéos en anglais. Je lisais beaucoup de blogs, beaucoup de livres en anglais. Et je me suis dit, je vais faire une plateforme qui permet de suivre son patrimoine, qui permet de recevoir des conseils, qui permet d'investir et qui permet de s'éduquer. Donc Finari, en gros, c'est ça aujourd'hui. Ok, bah écoute, on va même revenir un peu en arrière. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir un peu d'où viennent les invités. Je sais pas, même dans quel milieu social tu es né. Est-ce que je crois que tu as pas mal voyagé. Je crois qu'il y a je crois que tu parles allemand, tu parles anglais. Enfin bref, tu es un petit peu trilingue dans ta tête. Est-ce que on peut revenir même encore en arrière et un peu comprendre le début de ton parcours et savoir comment t'en es arrivé là? Carrément. Donc moi, je suis né dans une famille, on va dire, classe moyenne plus, tu vois. Mes parents, ils viennent tous les deux de familles très modestes. Tu vois, mon grand-père, il avait un magasin de textile en Allemagne. Donc, toute ma famille maternelle est allemande. Et mes grands-parents paternels, ils sont algériens et ils étaient profs. Donc, ça fait un beau mélange. Algérien, ça fait allemand, un mélange intéressant. Assez improbable, assez rare. Ouais, c'est rare. Ouais. C'est un Pokémon rare, l'almano-algérien. Donc mes parents se sont rencontrés en France et donc moi je suis né ici et donc j'ai les 3 nationalités. Ok, c'est beau ça. Donc je parle aussi, je parle allemand, je parle malheureusement pas arabe, mais voilà. Mais en tout cas mes parents avaient plutôt les moyens. Mon père a assez bien réussi sa vie, mais les deux viennent de milieux très pauvres en réalité. Hein, tu vois, vraiment, ma grand-mère elle est encore vivante, elle est vraiment marquée par ça. Elle a vécu la guerre évidemment et tout. Et donc je dis souvent mes parents c'est un peu des anciens pauvres, ils ont encore les réflexes d'avant, ils ont toujours eu peur de manquer, ils sont toujours très précautionneux. Et donc la finance et l'investissement, enfin la finance, c'est le sujet de mon père, mais l'investissement, c'est pas du tout son sujet. Et c'est vrai que c'est pas du tout un truc dont on parlait. Tu vois, on parlait pas d'argent à la maison, c'était tabou. Et toi, du coup, comment t'es un peu tombé dans tout ça? Comment t'as commencé en fait, à t'intéresser à l'argent? Je suppose que t'as dû faire quand même des études pas dégueulasses, que t'as commencé à gagner un peu d'argent. Et comment t'es venu là-dedans en fait? Moi, j'aimais toujours l'économie en fait. Donc tu vois, mon père, il achetait Le Monde. Et moi, je lisais les pages écho du Monde quand j'avais 10-12 ans. Donc je sais pas pourquoi, tu vois, ça m'intéressait, ça me fascinait les entreprises. J'avais aussi envie de créer une entreprise, j'avais envie de bosser aux US, j'avais envie d'être à Wall Street pour être trader. Moi, j'avais envie d'être là où on crée des choses. C'est un endroit où je me disais, tiens, je me sentirais à l'aise. J'ai beaucoup voyagé, on a beaucoup déménagé. Et donc, j'ai beaucoup changé d'amis, tu vois. En gros, on vivait 3 ans dans un pays, après on déménageait. Et pour quelle raison? Parce que mon père changeait de boulot, tu vois. On était expats, et donc on changeait tout le temps de pays. Donc au bout d'un moment, tu vois, moi j'avais peu de racines en fait, hein, et ça m'a marqué. Donc quelque part, peut-être que je cherchais un endroit où me réfugier, et les entreprises, je sais pas, ça me parlait. Et donc en grandissant, on est passé de l'économie à l'investissement. Je me suis dit que c'était plus concret. Tu vois, l'économie c'est très abstrait en fait, c'est de la macroéconomie, de la micro, c'est des grands flux. Moi, je voulais du concret pour pouvoir agir. Donc j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'ESSEC et j'ai fait une spé finance parce que je voulais bosser en salle de marché, c'était mon rêve. Après, je me suis rendu compte que j'ai commencé mes études en 2009. 2009, c'était la crise financière. Ah ouais, c'était juste après les subprimes. C'était les subprimes, ça venait d'exploser. On était encore, ça a baissé très longtemps. Le marché a encore baissé jusqu'en 2010 de mémoire. Et après, ça a mis encore 2 ans à vraiment repartir à peu près. Mais tout le monde était déprimé. Et surtout en finance, le mouvement, c'était pas du tout l'embauche, c'était le licenciement. Ouais. Et en salle des marchés, on passait d'un monde qui était très très physique. Tu sais, un peu l'image des traders qui gueulent et tout. En fait, en réalité, c'est plutôt les sales qui gueulent. Donc, salle de marché très physique à une salle de marché très électronisée. Et en fait, je voyais pas un profil école de commerce réussir, je voyais plutôt des profils ingé,
Vraiment, parce qu'en fait, c'est des algos hein, concrètement qui Ah, mais c'est qui ça, faisaient moi, tourner les marchés. pile cette période, j'avais mon cousin qui avait pareil, un haut poste en finance et il me disait, mais en fait, les mecs qu'on recrute, c'est que des centraliens, Ouais, c'est que c'est des des mecs maths en d'ingé fait. ou quoi. C'est des maths et du code. Et justement, et en plus, c'est marrant, des fois, il me disait, à la rigueur, parfois, on prend un stagiaire de l'ESSEC. Tu vois, c'était genre, Ouais. comme si c'était genre le fond du panier de ce qu'il prenait, quoi. Bah, t'as un métier, t'avais le sales qui était assez demandé, mais il fallait être un sales assez technique. Et là, je me suis dit, tiens, ça me plaît pas vraiment, en fait, que et j'ai découvert la gestion d'actifs qui, en fait, gérait des fonds pour des tiers. Et là, ça, c'était en 2011. Là, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que j'ai découvert que tout ce qu'on t'enseignait, en fait, c'était un peu faux. Et que, en gros, on t'enseigne que tu peux battre les marchés, que c'est génial, etc. En fait, c'est faux. C'est très difficile. Statistiquement, c'est quasiment impossible. Et j'ai découvert la gestion passive et spécifiquement les ETF, qui sont des fonds qui permettent de simplement acheter le marché, acheter le MSCI World. C'est comme une playlist, tu vois. Tu achètes les meilleures entreprises d'un pays, d'une zone géographique, d'un secteur. Et tu vas pas faire de sélection. Tu vas juste dire, bah, je vais prendre toutes les entreprises qui sont dans le CAC 40, qui est en gros l'indice des 40 plus grosses sociétés françaises. Et ça, comment il s'appelle, du coup, cet ETF? C'est ETF CAC 40, Ok, tu tout vois, il y simplement, a plein d'émetteurs, il y a Amundi, iShares, DWS. Donc il y a plein de marques, tu vois, de sociétés qui commercialisent des ETF. C'est un peu du pareil au même, honnêtement. Le seul truc qui va changer, c'est des petits détails, mais ce qu'il faut regarder, c'est surtout les frais que tu payes. Et en fait, ce qui est bien avec les ETF, c'est que tu vas avoir la performance du marché à tous les coups. C'est-à-dire que le marché baisse, ton ETF baisse. Donc tu n'es pas content, mais c'est ce que tu as acheté. Le marché monte, ton ETF monte. L'année dernière, le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés américaines, donc Meta, Nvidia, Tesla, l'indice a fait plus 23%. Et bah ton ETF, il a fait plus 23%, moins les frais qui sont en gros de 0,2-0,3%. Donc je découvre ça à l'époque et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et si tu veux, autour de moi, il n'y a personne qui parlait d'argent, personne ne parlait de finance, personne ne parlait des ETF. Aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que c'est mainstream, mais c'est devenu un truc beaucoup plus commun. Tu vois, tu vas sur Internet, tu tapes ETF, tu as 1 milliard de contenu dessus, et c'est très bien. Bah, grâce justement en fait, à tous ceux qui créent du contenu, vous les premiers, et surtout en plus avec tous les outils, dont Finari, qui ont permis de démocratiser tout ça. Le fait de, par exemple, maintenant de pouvoir acheter des ETF avec Revolut, avec Trade Republic de son téléphone ou quoi, c'est ça qui a démocratisé le truc, quoi. Ça n'a jamais été aussi simple en fait. Avant, on pensait qu'il fallait voir un gestionnaire de patrimoine de chez AXA, Ou un quoi, en banquier. fait, ouais. Exactement. C'était très opaque et du coup, tout ce qui est opaque, en gros, est cher généralement parce que ceux qui vendent l'opacité profitent du statut pour rajouter des couches de frais. Et donc effectivement, un gestionnaire de patrimoine, les banques, elles rajoutaient des frais de partout. Et c'était super dur d'accès. Avant, il fallait limite être un pro pour acheter des ETF. Aujourd'hui, c'est hyper simple. Tu peux télécharger des apps. Ça coûte quasiment rien en frais d'ordre. Donc, c'est un truc de dingue. Le monde a complètement changé. Ce qui n'a pas vraiment changé, par contre, c'est qu'on n'apprend toujours rien aux jeunes générations. Donc, tu vois, moi, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent que j'ai écrit un livre sur la finance, qu'ils ont découvert l'investissement grâce à mon livre, ou grâce à mes vidéos, ou grâce à Finari, ou peu importe, ou grâce à notre forum. Et en fait, je me dis, c'est quand même bizarre parce que je suis très heureux qu'ils aient découvert ça grâce à moi, mais c'est pas mon rôle. En réalité, ça devrait être déjà beaucoup plus tôt au collège, au lycée, qu'on devrait leur apprendre à gérer leur argent, gérer leur budget. C'est la base, tu vois. Avant même d'investir, il faut savoir gérer ton budget. Et donc, il y a une espèce de trou dans la raquette qui est gigantesque aujourd'hui. Et c'est vraiment assez problématique parce que quelque part, on crée des générations qui sont dépendantes et qui ne sont pas indépendantes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très simple d'investir, mais l'investissement premier à faire, c'est dans ses connaissances. Et là, il y a encore un trou dans la raquette, et donc c'est aussi celui qu'on essaie de combler. Tu veux lancer ta boîte, mais t'as pas envie de te noyer dans des papiers administratifs, ni d'attendre des semaines pour avoir ton cabis. Eh ben stop. Aujourd'hui, je te présente mon fidèle partenaire, Legal Place, l'arme secrète de tout entrepreneur qui veut avancer vite et bien. Moi aussi, je t'avoue, au début, quand je me suis lancé, je pensais qu'il fallait absolument un avocat, des rendez-vous interminables et des centaines d'euros pour simplement monter ma boîte. Spoiler alerte, c'est faux et archi faux. Avec Legal Place, tu fais tout ça en 5 minutes chrono et ça te coûte 10 fois moins cher. Efficace. Pendant que d'autres galèrent avec leur statut, toi, tu es déjà en train de tester ton idée et de signer tes premiers clients. Legal Place, c'est simple comme bonjour. C'est un formulaire, tu remplis et ça génère les documents. Tu signes tout depuis ton canapé et tu as un juriste dédié qui gère tout jusqu'à l'obtention de ton cabis. Et bam, c'est déjà terminé. Et en plus, avec mon code HugoBenz, HUGOBENTZ, tout attaché, tu gagnes 15% de réduction sur tous leurs services. Le lien est dans la description. Pas d'excuses,
Pas de perte de temps. Merci beaucoup à Legal Place. Créer ta boîte, ça ne devrait jamais être un obstacle. Et avec eux, c'est un tremplin simple, rapide, efficace. Merci à Legal Place de soutenir La Chapelle Radio et bonne écoute à tous. Et donc ça, donc, du coup, tu t'intéresses donc, très vite à la finance, à ces fameux ETF. Toi, t'es pas devenu entrepreneur tout de suite, tu as été un petit peu dans le civil, je crois, non? J'ai Après pas les été sacs. entrepreneur. Moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. En fait, mon grand-père avait un magasin, mais si tu veux, on était. Alors, pour le coup, ma famille allemande est plutôt entrepreneur, mais c'était petits entrepreneurs, tu vois, c'est des TPE. Et donc, c'est pas dans notre ADN, en fait. Et moi, je pensais qu'il fallait faire une bonne école, rentrer dans des grosses boîtes et faire une grosse carrière et essayer de devenir le PDG de la boîte, en gros. C'était un Ok, peu ouais, tu pensais qu'il fallait monter jusqu'en haut, quoi. fallait monter les échelons. Et je trouve que c'est une carrière qui est très cool, tu vois. Franchement, les gens qui arrivent à faire ça, je les admire. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à bosser dans des grosses boîtes, Tu bossais où? j'ai bossé chez Coca, tu vois. J'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Saint-Gobain, qui est numéro 1 Bien mondial des matériaux, construction. Je me suis rendu compte que le problème, et c'était pas spécifiquement à ces boîtes, c'était juste comme ça que ça fonctionne dans les grosses boîtes, c'est que c'était très politique. Et donc, il fallait être bon, il fallait être politiquement correct, il fallait être ami avec les bonnes personnes, il fallait avoir, en gros, c'était un peu un jeu tu vois, c'était Game of Thrones, en fait. Ouais. Et moi, je me voyais pas gagner à ce jeu parce que je suis pas forcément politiquement correct, j'arrive pas à faire du copinage, c'est pas mon truc, je dis ce que je pense, et donc forcément, des fois, ça plaît pas. Et donc, je me voyais pas pouvoir m'exprimer là-dedans, et je voyais comment ça allait entraver ma carrière. Donc, je ne voyais pas faire carrière, en fait, dans ces grosses boîtes. Et donc, je me suis dit, c'est pas pour moi. Par contre, j'ai envie d'apprendre quand même. Au fond de moi, j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas comment faire. Donc, faut que j'apprenne. Ce qui me fascinait, c'était la Silicon Valley, c'était la technologie, c'était les ordinateurs. J'avais envie, tu vois, de bosser dans la tech, mais je savais littéralement pas comment faire. En 2011, en 2012, à Paris, évidemment qu'il y avait des startups, hein, mais il y avait des Blablacar, il y avait quelques grosses boîtes qui Il y étaient avait déjà... Litchi qui était un petit peu la figure de Il y avait Litchi. la tête de gondole. Ça commençait, Litchi. Ouais. D'ailleurs, on a été dans ma première startup, on a utilisé leur produit qui s'appelait MangoPay. On était un de Ouais, ça. leurs premiers clients, tu vois. En 2012, on est en plein dedans Litchi. Hein. Ouais, mais Moi, ils ont commencé par Litchi en fait. Après, ils ont fait un produit B2B Ouais, de mémoire avec MangoPay. avec du coup. MangoPay. Une solution de paiement. Exactement, ils ont créé un wallet. On a utilisé leur wallet et tout. Et donc, je me disais, j'ai envie de bosser dans la tech, mais franchement, j'ai aucune idée de comment rentrer. À l'ESSEC, il n'y a personne qui parlait de tech, tu vois. C'était pas, il fallait faire du conseil, il fallait faire de la banque, il fallait faire du luxe, des choses comme ça. C'est vrai que c'est fou ce changement de paradigme là qu'on a eu en une dizaine d'années. Ça allait super vite. Parce que moi, pareil, quand j'ai entrepris à la sortie des études, enfin, j'avais pas vraiment terminé, mais bon, c'est pas grave, en 2010. Ouais. Mais c'est vrai que dans ma promo, on était peut-être 2 ou 3 à le faire sur 300, quoi. Ouais, c'était les vilains On canards. était les vilains petits canards. Enfin, on n'était pas les vilains petits canards, justement. Les gens, quand même, disaient on était les Pokémon rares, tu vois, pour reprendre cette expression. Les gens, ils disaient quand même, ouais, c'est quand même stylé, mais tous, ils allaient chez L'Oréal, ils allaient chez EY, chez Coca, chez Procter & Gamble, chez tous ces... Ils étaient tous formés pour ça, en fait, quoi. Ce que je comprends, parce qu'en fait, ces grosses boîtes te proposent des salaires qui sont quand même pas mal, tu as des vraies perspectives, tu as un cadre qui est très bien défini, donc en fait, c'est rassurant. Tu as aussi du prestige, parce que tu vois, tu peux rapidement monter dans les échelons et diriger des grosses équipes, voyager. Moi, ça me faisait rêver aussi. Je me dis, Ouais, c'est c'est trop cool. bien, je peux aller aux US, je peux aller en Asie, tu vois, devenir peut-être directeur régional d'un truc et tout. Mais moi, ça ne me correspondait pas. Et donc, je me suis dit, pour bosser dans la tech, il me manque pas mal de choses, mais la première chose qui me manque, c'est la tech. Je sais même pas, je connais rien au code, je sais même pas comment ça marche. Donc, j'ai acheté un cours sur Udemy, qui est un site pour apprendre, Je me rappelle de ce site. qui est un très bon site, qui existe encore d'ailleurs. Ouais. Et pour 10 $, j'achète mon cours. Et donc, je commence le cours, tu vois, j'étais chez ma mère. À l'époque, j'étais revenu chez moi, donc vraiment dans ma chambre d'enfant avec les posters de joueurs de foot et tout. Donc, c'était un peu le retour en arrière. J'ai quitté mon job et tout. C'est quand même assez... beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, mes parents les premiers, pourquoi j'étais là, en fait, qu'est-ce que je foutais. Donc, je fais le cours. Et assez rapidement, je me rends compte que c'est comme un super pouvoir. J'arrive à faire des choses que je ne comprenais pas la veille, en fait. Je comprends comment fonctionne le front, le back, les bases de données, ce que c'est les frameworks et tout. Et tu vois, on disait beaucoup bootstrap à l'époque. Et je me disais, mais c'est un truc de dingue, c'est fou. Je ne savais pas que ça existait la semaine dernière. Aujourd'hui, j'arrive à faire des petits sites, j'arrive à faire des petits jeux, j'arrive à lancer une base de données, j'arrive à mettre, en fait, j'arrive à comprendre comment fonctionne ce système. Et donc, ça m'a permis d'avoir une compréhension, certes assez basique, mais suffisante pour avoir un skill que j'ai toujours aujourd'hui, qui est
je parle beaucoup avec les développeurs chez Finari. Tu comprends le produit. Je comprends le produit, je comprends la tech. C'est pas moi qui vais développer à leur place et c'est pas du tout mon envie. Par contre, on peut avoir des débats qui sont assez poussés sur des sujets techniques. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage tout le monde à faire. D'ailleurs, tu vois là, on a eu un stagiaire il y a pas longtemps qui a fait l'ESSEC aussi, enfin qui fait l'ESSEC, qui me disait j'ai envie de faire 42. L'école qu'a fait mon associé d'ailleurs, qui est une école de code gratuite créée par Xavier Niel. Et ça révèle bien, tu vois, le truc, c'est que c'est super d'avoir les skills que tu apprends en école de commerce, c'est hyper utile, notamment savoir présenter, savoir marketer une idée, etc. Hyper utile. Je pense pas que tu aies besoin de passer autant de temps pendant les études, mais au moins, c'est un bon bagage. Par contre, si tu lis ça avec un bagage technique, en fait, tu as vraiment tout le skill set qu'il faut pour derrière t'exprimer. Et donc, grâce à ça, j'ai trouvé un premier job dans la tech, dans une boîte qui s'appelait Youpies, qui a été rachetée depuis par le Crédit Agricole. Et donc là, je fais un peu tout. Je me rappelle de Youpies. Plateforme de service à la personne, tu pouvais booker une babysitter, c'était assez connu pour ça, numéro 1 des babysitters, je pense. Ça, c'est pareil, 2012-2013. Ouais, c'était 2013 quand j'ai rejoint cette boîte. Fin 2012, je crois. Donc, la marque existe toujours? Ça existe encore. Ils ont créé une deuxième boîte qui s'appelle Worklife et cette boîte a été rachetée par le Crédit Agricole. Et j'ai beaucoup appris sur le tas parce qu'en fait, le fondateur qui s'appelle Ben, et c'est un gars un peu comme moi, tu vois, qui avait fait de Dauphine de mémoire. Je crois qu'il avait fait Dauphine ou la Sorbonne, je sais plus. Mais bref, il n'avait pas de skill tech. Par contre, c'était quelqu'un qui aimait bien comprendre avant de déléguer. Et donc, il savait un peu tout faire. Il savait faire du Photoshop, il savait faire des ads sur Google, tu vois. Il savait embaucher des gens. Il était très bon communicant. Et donc, moi, j'arrive et en fait, en un an, je passe de zéro, je connais rien à la vie, à je fais des interviews à la radio. J'avais fait des interviews à la radio belge, tu vois, je pense le premier mois. C'était assez lunaire. J'embauche des gens, je fais du design, j'écris des communiqués de presse. Je gère des trucs d'événements de communauté. Enfin, je fais tout et n'importe quoi. Donc, à peu près rien de ce qui avait marqué sur ma description à l'offre à laquelle j'avais postulé. Mais c'était génial parce qu'en fait, c'était ça la vraie startup. Le truc, c'est que fondamentalement, ça ne m'intéressait pas spécialement le sujet des babysitters et des services à la personne. Et donc, ça m'a emmené vers ma deuxième startup qui s'appelait Capitaine Train, qui était une app pour réserver des billets de train. C'est vrai que j'avais entendu... Et souvent, c'est là que tu as fait tes premiers gros billets parce que du coup, tu étais là pendant. Tu étais pile au moment de la session à Trainline. Exactement. Donc, Capitaine Train, c'était une app pour réserver des billets de train. Sauf qu'il y avait, à l'époque, aujourd'hui, il y a l'app de la SNCF. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la SNCF, c'est un énorme conglomérat dans lequel, en fait, il y a plusieurs sections, il y a plusieurs entreprises. Il y en a une qui opère les trains, il y en a une qui opère les gares, il y en a une qui opère les rails, il y en a une qui opère une agence de voyage qui fait le site Oui SNCF, qui est donc tout le monde dit le site de la SNCF. En fait, c'est pas le site de la SNCF, c'est l'agence de voyage de la SNCF. C'est pour ça qu'ils ont changé la brand d'ailleurs. Exactement. Mais bon, il y a quand même, tu vois, il y a le nom de la marque dans le nom de l'agence, donc c'est quand même un peu bizarre. Ils ont essayé de faire l'effort de changer la DA, tout ça et tout, mais oui, en effet, c'était un peu un fail. Mais peu de gens le savent. Mais à l'époque, il y avait un site qui était vraiment pas terrible, qui s'appelait, de mémoire, s'appelait Voyage SNCF à l'époque. Exactement. Et c'était très dur à utiliser. Les gens pétaient des câbles, et donc il y a 3 ingénieurs qui ont dit on va créer un site meilleur parce que la SNCF est obligée de permettre à toutes les agences de voyage de commercialiser ses billets. Donc n'importe qui peut créer le concurrent de la SNCF. C'est super dur, c'est un business, n'y allez pas honnêtement. Oui. Ce qu'on a fait, et ce qu'eux ont fait surtout, ça arrive une fois dans une vie, voilà, ça a été fait, c'est trop tard. Comment il s'appelle l'ancien CEO de Capitaine Train? Il s'appelle Jean-Daniel Guyot. C'est pas lui qui a fait Memobank maintenant? Si, c'est lui qui a fait Memobank, avec Michel Galibert, qui est d'ailleurs qui était product manager à l'époque, et donc je bossais avec les deux, tu vois. Et je bossais surtout avec Michel, mais ils créent ça, et en fait, ils font un espèce de truc où ils arrivent à créer une app qui est tellement aimée par sa communauté, qui était relativement petite, mais vraiment très, très puissante, que Trainline, qui était l'équivalent de la SNCF en Angleterre, donc au Royaume-Uni, se dit on veut aller en Europe. Ils avaient tenté d'aller en Europe continentale, ils n'avaient pas réussi. Et donc, ils rachètent Capitaine Train pour 150 millions d'euros à l'époque. Ce qui est à l'époque, ce qui est énorme. Énorme. Et en fait, c'est ça que tout le monde, enfin beaucoup de gens qui sont un peu dans notre écosystème connaissent cette histoire parce que c'est le premier très beau coup de The Family. Et surtout aussi, c'est le premier coup où Jean de la Roche-Brochard, qui était à l'époque chez The Family, fait investir Xavier Niel, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent et qu'ils se connaissent en faisant ce super coup qui a été un multiple pour tous ceux qui était un très beau succès. Et donc toi, t'avais quoi? T'avais des BSPCE ou un truc comme ça? Moi, j'arrive à un moment, c'est un peu technique, mais bon, les BSPCE, c'est en gros une option pour acheter des actions. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est donné aux salariés. Voilà, exactement, qui est réservé aux salariés, mais c'est une option gratuite, c'est-à-dire que si la boîte ne fait rien, tu fais rien.
Le jour où la boîte se fait racheter, en fait, tu exerces ton option et tu revends instantanément tes actions. Et donc, tu encaisses la plus-value, tu vois. Grosso modo, en fait, peut-être pour vulgariser, c'est par exemple à l'époque, je sais pas, c'était quoi? C'était peut-être une valo à peut-être à 10 millions, j'en sais rien. Ouais, c'était un peu plus, mais on va dire, tu vois, moi, j'avais t'acheté tes actions à 1 et tu les revendais à 10 instantanément. Et donc, Quand il y a eu la vente de Trainline. Quand il y a eu la vente. Le sujet, c'est que moi, je suis arrivé à un moment où ils avaient déjà signé les papiers pour engager la vente, mais elle n'était pas closée. Et donc, on est tombé un peu dans un vide juridique. Voilà. Et c'est pour ça que si vous signez pour des BSPCE, vérifiez bien les conditions, parce que là, on était typiquement dans une situation de flou. Bref, peu importe. Je découvre Enfin, moi, ils m'annoncent le rachat le premier jour. J'arrive, tu vois, au bout d'une heure, ils me disent bon, on va se faire racheter. Je me dis les boules, tu vois. Moi, je signais pour bosser dans une start-up, j'étais 40e employé, un truc comme ça. Start-up, tu vois, hyper ambitieuse, on va aller conquérir l'Europe, machin. Et on se fait racheter par Trainline, qui est un énorme truc, qui est détenu par un fonds de private equity, qui en gros sont des fonds qui rachètent des sociétés privées, qui les font exploser, après qui les revendent. Mais c'est des financiers purs, tu vois. Donc, généralement, ils sont plutôt connus pour virer des gens que pour embaucher. C'est un peu différent, ça a un peu changé maintenant. Mais bon, bref, je me dis, franchement, ça va. Enfin, c'est pas du tout ce pourquoi j'avais signé. Je découvre ça 1 heure après avoir commencé mon job, hein, donc j'étais vraiment un peu dégoûté. Finalement, je me dis, bon, c'est quand même une super aventure, je vais rester et on va voir ce qui se passe, parce que le projet de Trainline, c'est d'intégrer Capitaine Train, de scaler le truc à fond, d'embaucher plein de gens, d'investir à balle en marketing et de revendre l'ensemble à une autre boîte dans 4-5 ans. Je me dis, franchement, c'est tellement rare que ça arrive en France que je suis obligé de rester là. Et donc, je reste. Et là, en gros, mes BSPCE, je n'ai pas pu les exercer au premier achat, mais quelque part, j'ai eu beaucoup de chance sur ça. Et donc, ils m'ont redonné d'autres BSPCE. Et en fait, à chaque négociation salariale, mon boss, qui s'appelle Daniel, qui est devenu un ami, on se posait et il me disait, bon, t'as bien performé, ou des fois, j'avais pas bien performé, mais en gros, quand j'avais bien performé, il me disait, t'as bien performé, qu'est-ce qui est important pour toi? Du salaire ou des stocks? Des BSPCE. Moi, je lui disais, BSPCE, BSPCE, BSPCE. Et donc, mon salaire, en fait, était relativement faible à la sortie. Je crois que je gagnais 65 000 euros. Alors, ça va paraître beaucoup, mais... À Paris, c'est moyen plus, quoi. C'est moyen plus. Tu vois, aujourd'hui, nous, on embauche des gens. Leur premier salaire, c'est 65 000 euros. Moi, à l'époque, je dirigeais 3 pays chez Trainline. Je pense que j'étais un des salariés clés à Paris. J'ai une connaissance du secteur, maintenant un peu moins, mais j'avais une connaissance du rail qui était quasiment unique. Enfin bref, je connaissais tout le monde. J'étais un élément clé. J'étais clairement sous-payé, mais peu m'importe en fait. J'avais tout parié sur les BSPCE. Et donc, ça dure. Finalement, on arrive à faire une introduction en bourse, une IPO. On parle tout le temps de les IPO à Wall Street. On arrive à faire une IPO à Londres pour 2 milliards d'euros. Donc, c'était un super coup. Tout le monde a gagné de l'argent. Le fonds qui avait racheté Trainline, les gens de Trainline qui avaient des gros postes, les actionnaires qui avaient investi dans Capitaine Train ou dans Trainline. Enfin bref, tout le monde est content. Et moi, effectivement, je gagne ce jour-là 500 000 euros. Et donc, tu vois, je gagnais 65 000 euros. J'avais pas pris d'augmentation. Peut-être que j'aurais pu avoir 90 000 euros au lieu de 65 000 euros de salaire. Mais j'ai négocié les BSPCE. Et donc, au final, je gagne quasiment 10 ans de salaire en un jour. Et donc, c'est ça le début de Finari, en fait, puisque c'est la première fois de ma vie. Moi, j'ai pas d'héritage, j'ai pas de patrimoine particulier. Mes parents, ils avaient un livret, mais en fait, on l'a cassé pour payer une partie de mes études. Et après, j'ai eu une bourse. Donc, j'ai 0 patrimoine. Ça, c'est la première fois de ma vie qu'en fait, j'ai une somme. Et il se trouve que cette somme est très importante. Donc, je paye quand même 150 000 euros d'impôts cette année-là pour le plaisir. On aime bien. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, c'est le jeu. Hein. Pourquoi pas? Mais derrière, je dois quand même placer le reste. Et là, en fait, je m'attendais à avoir accès à des super conseillers, à la banque privée, à un truc hyper technologique et tout. Et en fait, je suis hyper déçu. Et donc, je décide de créer Trainline. Et donc, je décide de créer Finari. Ok, parce que, mais c'est vrai que c'est marrant, en fait, quand même les différences de cerveau en fait, là-dessus. Tu vois, parce que par exemple, moi, j'aurais récupéré cette somme. Mon premier réflexe, ça aurait été d'acheter des appartes, tu vois, par exemple. Ouais. Alors que toi, du coup, tu étais tout de suite, c'est comment je peux le placer dans des ETF ou autres. Hein. Après, même de l'immobilier. Je savais pas faire en fait de Ouais. l'immobilier, mais c'est juste que moi j'aime bien les choses simples que je comprends. Et l'immobilier en fait, j'ai de l'immobilier aujourd'hui, j'ai des appartes et tout. Je comprends pas en fait, tu vois. C'est trop compliqué. Pourtant, ça me paraît plus simple, moi, tu vois. Ouais, mais en fait c'est pas que je comprends pas, c'est que c'est trop contraignant pour moi. Tu vois, Ça, je suis il y a des d'accord. locataires qui payent pas, il y a des fuites d'eau, il y a tout le temps des impôts qui tombent, tout le temps là. Toutes les semaines, je reçois un avis d'imposition pour des trucs.
La réglementation, elle change tout le temps. Ça devient de moins en moins intéressant. Donc, c'est vrai que plus je regarde le sujet, moins je le trouve attractif. En France, on a un très gros prisme pro-immobilier parce que c'est un peu le truc rassurant. La réalité, c'est que le seul intérêt de l'immobilier locatif, c'est le crédit. C'est tout, en fait, tu vois. Et acheter sa résidence principale, pour moi, c'est pas un investissement. En fait, c'est un placement. On va pas perdre d'argent, on va peut-être en gagner un petit peu, mais on le fait surtout parce qu'on en a envie. Moi, j'ai pas de résidence principale parce que j'en ai pas envie. Il y a des gens qui ont envie de l'avoir. Je respecte ça et c'est très bien. La réalité, c'est que c'est extrêmement contraignant. Et donc, c'est vrai que moi, je suis plutôt très axé sur le financier. Et en fait, on se dit, la bourse, tu vois, c'est un truc abstrait. Non, la bourse, c'est pas un truc abstrait, c'est très concret. C'est des entreprises qui créent de la richesse et toi, tu peux détenir une petite part de ces entreprises et donc détenir une partie de la richesse. C'est tout. Le monde évolue. Les gens sortent de la pauvreté ou s'enrichissent grâce à la bourse, tu vois, grâce aux entreprises. C'est pas l'État qui crée de la richesse, c'est les entreprises. Et donc toi, tu peux détenir une partie de ça. Donc c'est très concret. Et toi, on pourrait dire que du coup, tu penses que les ETF, ça peut être aussi risqué ou moins risqué que l'immobilier? Je pense que c'est moins risqué que l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas acheter quoi comme immobilier? Tu vas acheter des appartements dans une même zone géographique, des appartements qui vont être similaires en termes de caractéristiques. Tu vas par exemple acheter des T2 à Toulon, parce que tu viens de Toulon. Ou parce que tu connais bien Toulon, tu as fait tes études là-bas, peu importe. Et on embrasse les Toulonnais. Et on les embrasse fort. Tu achètes plusieurs appartements parce que tu es bon. Et c'est vrai que tu peux acheter plusieurs appartements en France avec des crédits qui sont assez intéressants et tout. Le problème, c'est que du coup, ton risque, il est énorme. Tu es zone de Toulon, immobilier T2. Donc demain, si Toulon dit, en fait, tu faisais du Airbnb, c'est interdit le Airbnb, capoute. L'État a dit, on augmente les impôts sur le locatif, ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire avec le LMNP, là. Exactement, moi, le LMNP. Il y en a 2 ou 3 que je vais revendre, là, du coup. Le LMNP va être raboté, et ben, tu te fais piéger. En plus, le truc, c'est que tu vis en France. L'entreprise pour laquelle tu travailles est probablement en France. Tu es payé en euros. Donc, en fait, tu es hyper exposé à la France. Tu as de l'immobilier en France. Acheter des actions américaines ou japonaises, en fait, c'est via des ETF. C'est se diversifier. Tu achètes du yen et du dollar. Et tu achètes des entreprises qui sont beaucoup plus globales et en plus qui sont beaucoup plus dynamiques que les nôtres. Donc, je trouve qu'en réalité, c'est beaucoup plus diversifiant d'aller en bourse que d'aller en IMO, parce que c'est ça le risque de concentration. La réalité, franchement, faut se parler honnêtement. J'ai des amis qui ont, tu vois, entre 50 et 200 apparts. Ça existe, mais c'est pas des gens normaux. C'est des gens qui gagnent plusieurs millions d'euros par an. Eux, ils peuvent diversifier leurs risques, tu vois. Quelqu'un qui va avoir un salaire normal, il va pouvoir acheter 1, 2, 3, 5, 10 appartements s'il est vraiment bon. Mais du coup, le risque de concentration, il est très très fort. Il faut, je pense, avoir entre 5 et 10 appartements pour commencer à diversifier. Moi, demain, j'ai un locataire qui ne paye pas. Toute mon opération immobilière, elle passe dans le rouge, tu vois. Donc, je pense que c'est très risqué. Je pense que c'est mal compris. Et je pense qu'aussi, il y a il y a des gens qui véhiculent un rêve, des revenus passifs super simples. Vous investissez, vous avez des loyers qui tombent, c'est gratuit. Non, c'est super compliqué à gérer. Demande à n'importe quel investisseur immobilier un peu sérieux. Si tu gagnes si il a eu des problèmes, il a eu des problèmes cauchemardesques. Le vrai truc où tu peux gagner de l'argent en immobilier, et ça je sais pas pourquoi personne n'en parle, mais c'est le marchand de biens. C'est vraiment là que tu gagnes de l'argent. Le marchand de biens, c'est un métier. C'est juste qu'il faut c'est un métier et il faut une mise de départ. Tu joues avec tes fonds propres. Tu joues avec tes fonds propres. C'est ça, gens qui font une mise de départ comme tu as eu, tu vois. Voilà, exactement. J'aurais pu faire du marchand de biens. Tu aurais pu te lancer en marchand de biens. Je connais rien. Acheter un premier immeuble. Je connais rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est la technologie. J'aime bien les ordinateurs. Si tu veux, moi, j'ai pas d'appartement. Je vis dans un appartement dont je possède aucun meuble. Le moindre truc administratif, ça me stresse. Donc, j'ai des gens qui m'accompagnent sur ça. C'est pas mon fort, tu vois. J'aime pas ça. L'immobilier, c'est que ça. C'est que gérer du super concret. Je sais pas mettre un clou dans un mur, tu vois. Je ne sais pas. Je suis pas manuel. Donc, je ne sais pas faire. Ça m'intéresse pas. Les gens qui sont bons, c'est un métier. Ouais, c'est un métier. Les gens qui sont bons là-dedans. Pareil, tu vois, j'ai la chance d'en avoir côtoyé certains. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je vais apporter de plus qu'eux? Bah rien. Donc, je vais pas là-dessus. Donc, le marchand de biens, c'est un métier. Si vous voulez le faire, pourquoi pas? Mais pour moi, c'est un métier à plein temps. C'est pas un hobby qu'on fait à côté de son métier. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 2 potes, tu vois, qui sont marchands de biens, mais vraiment, ils ne font que ça de leur journée. Et c'est des gens qui travaillent dans l'immobilier depuis 15 ans et c'est leur passion, etc. Voilà, soit. À un moment donné, moi, c'est un truc qui me titillait de me dire, putain, je pourrais faire ça à côté ou quoi. Mais en fait, déjà, la mise de départ, elle est énorme. Et en effet, c'est un vrai métier. Moi, j'avoue que c'est des emmerdes que
que je préfère pas avoir. Tu vois, même nous, le parc d'appart qu'on a, bah, heureusement, ma femme, elle aime bien. Et quand je la vois gérer les trucs, je dis, mais putain, moi, je suis très content de ne pas être là-dedans. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais en termes de risque, Ouais. le truc, c'est qu'en fait, on se dit toujours que la bourse, et c'est arrivé, ça peut s'effondrer. Donc, en fait, Bien si sûr. à un moment donné, tu possèdes, je sais pas, 100 000 euros de TF ou quoi, si toute l'économie mondiale, à un moment donné, se crache comme ça a été le cas il y a 15 ans, non, Ouais. c'était quand 2000, Ouais, c'était en 2008, ouais, 15 ans. il y a un peu plus de 15 ans, bah, on est d'accord que tu divises par 2, tu divises par 3. Alors qu'en fait, quand tu as un parc immobilier, tu peux jamais diviser par 2 ou 3. Tu peux avoir un appart où, bon, bah, c'était peut-être pas une bonne opération, mais par rapport au stock, en général, immobilier, quand même, tu arrives à capitaliser. Et si t'es pas trop con, tu as pris dans des endroits qui peuvent monter, où tu vas pouvoir faire des plus-values, où tu as bien acheté, tu as fait les bons travaux. Tu vois, c'est pour ça Ouais, que mais moi, ça fait me paraît beaucoup. moins risqué, en fait. Ça fait beaucoup de si, tu vois. Avec des si, on refait le monde. Mais la réalité, c'est que la bourse, à court terme, personne ne sait où elle va. Elle peut monter, elle peut baisser. C'est tout à fait. Sur le long terme, le marché boursier européen, c'est 8% de rendement annualisé sur les 50 dernières années. Le marché américain, c'est 10% de rendement annualisé sur les 100 dernières années. Ça, c'est des statistiques, tu vois. C'est juste des faits. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que sur le long terme, bon, bah, des fois, tu peux te manger un putain de crash, mais... Sur le court terme, tu peux te manger un crash. Sur le long terme, c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on a perdu. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais c'est différent aujourd'hui. Il y a Trump, il y a les guerres, il y a les machins. Mais tout ça a déjà existé. Tout ça a déjà existé, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile de battre le marché, parce que personne ne sait ce qui va se passer demain. Et pour battre le marché, il faudrait littéralement savoir. Et tu vois, il y a un professeur assez connu qui a eu un hedge fund après, qui a fait un exercice très marrant. Tu peux jouer au jeu d'ailleurs. Je t'enverrai le lien. Il a publié le truc. Il a publié des couvertures. En fait, le jeu, c'est tu vois des couvertures du Wall Street Journal, qui est le journal que tous les gens de la finance lisent. Tu vois plein de couvertures. Et à chaque fois, tu dois dire si tu achètes, tu vends ou tu ne fais rien. Et donc, tu pars avec un capital de départ. Et après, il commence à te montrer des couvertures. Et à chaque couverture, tu dis j'achète, je vends ou je fais rien. Et si tu achètes ou tu vends, tu dois dire combien tu achètes ou tu vends. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en demandant à des gens random, tu vois, comme nous, personne n'a réussi à battre le marché. Enfin, des gens ont réussi, mais en gros, statistiquement, la majorité perdait. Même en ayant la couverture. Et en fait, tu avais la couverture à l'avance, tu vois. Donc, l'idée, c'est ça le jeu, ok. c'est ça, c'est que tu as la couverture à l'avance. Donc, tu te dis, ça va être la couverture de demain, qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, les gens se trompaient systématiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu regardes la couverture, il y a plein d'infos. Il y a la Chine va peut-être envahir Taïwan, après il y a ci, après il y a ça, après il y a McDo qui fait des résultats. Enfin, tu vois, il y a du bruit. Ils ont fait le même jeu avec des professionnels, avec quelques professionnels qui avaient un track record de battre le marché. Bon, bah, eux, ils ont réussi. Mais c'est des professionnels, tu vois. Donc, personne ne sait ce qui va passer à court terme. Les professionnels ont peut-être plus de chance et encore. Ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, bah, c'est jamais arrivé qu'à plus de 20 ans, que tu n'aies pas un rendement positif. Par contre, à 15 ans, c'est déjà arrivé. Tu vois. Si tu as investi au pic de la bulle Internet, qui était dans les années 2000, tu as mis 15 ans à revenir à zéro. Donc, tu as mis 10 000. 15 ans plus tard, tu as encore 10 000. Tu as les boules. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, bah, tu as probablement fait x4. Même en ayant perdu, à un moment, 50% de ta mise. Mais la nuance, c'est que tu n'as pas vendu. Et c'est ça l'importance. C'est qu'il faut rester dans le marché. Donc, never cash out. Exactement. Et donc, du coup, quand est-ce que tu gagnes de l'argent en fait? Non, jamais en fait, c'est juste un placement. Tu gagnes de l'argent quand tu revendras, mais du coup, tu dois miser, tu dois investir l'argent dont tu n'as pas besoin tout de suite. Oui, c'est ça en fait. Et donc, c'est ça mon principe de la pyramide patrimoniale, dont je parle beaucoup, j'en parle dans mon livre. Il faut que tu aies un matelas de sécurité. En fait, avant même de commencer à investir, il faut que tu aies en gros entre 3 et 6 mois de salaire de côté sur ton livret A, typiquement, qui est le support parfait pour ça. Le livret A, ce n'est pas un bon placement long terme. C'est un bon matelas de sécurité parce que le taux du livret A est inférieur à l'inflation. Donc, tu vas perdre du pouvoir d'achat chaque année. Mais ce n'est pas très grave. Ton but, ce n'est pas de faire un bon coup. Ton but, c'est juste d'avoir de l'argent disponible quand tu veux. Tu vois, tu appuies sur un bouton. Et de bien dormir la nuit, du coup. Exactement. C'est le principe du matelas. Par contre, une fois que tu as dit ça, une fois que tu as placé entre 3 et 6 mois, pas plus, là, tu commences à passer à l'action et tu fais travailler ton argent. Donc là, tu as 3 moteurs qui, selon moi, sont vraiment clés. Tu as l'immobilier, on en a parlé. C'est un choix, tu vois. Soit tu achètes ta résidence principale, soit tu fais de l'immobilier locatif. La réalité, c'est que si tu achètes ta résidence principale, tu auras probablement plus de capacité d'emprunt pour acheter des biens locatifs. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus rentable de faire de l'immobilier locatif. C'est plus compliqué. Donc, chacun doit avoir midi à sa porte. Personnellement, je fais que l'immobilier locatif. Et encore, je suis en train de désinvestir de ça. Mais là, on est d'accord que la loi, elle n'est pas encore passée, là. Non, mais le LMNP va rester, en fait. C'est juste qu'ils vont rendre
le sujet un peu moins intéressant. Avant, c'était vraiment tu gagnais devant, derrière, au milieu. C'était incroyable. Maintenant, tu vas gagner devant, derrière, au milieu. Enfin, tu vas gagner devant et au milieu, mais derrière, à la sortie, en gros, tu vas moins gagner. Avant, en gros, même sur la plus-value, ils avaient une opération de fou. Aujourd'hui, ça a probablement sauté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour l'État, politiquement, c'est pas très risqué de taper sur les propriétaires de biens locatifs. Il y a personne qui va se dire, qui va aller dans la rue manifester pour des gens qui ont des biens locatifs, parce que tu te dis, t'es riche. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, des gens comme toi et moi ont des biens locatifs. Alors on peut me dire que je suis riche, mais moi je me sens pas du tout riche, tu vois. Je suis aisé, certes. Il y a plein de gens normaux, tu vois. Moi, je connais, sur Finari, on a plein de gens qui sont des cadres, qui ont signé leur premier CDI, et boum, ils achètent un petit appartement pour se lancer. C'est ces gens-là qui vont être pénalisés. Le mec qui a 200 appartements, mais il va pas être pénalisé, il s'en fout complètement. Déjà, il est pas au LMNP, il a un autre régime. On va pénaliser littéralement les petits bourgeois, tu vois, les gens qui essayent juste de se sortir de leur truc. Donc ça, j'ai un problème avec ça. Donc en gros, tu as la bourse, tu as l'immobilier, pardon, qui a du coup des avantages. Le crédit, c'est génial, mais tous les inconvénients, les taxes, l'opérationnel qui est super compliqué. Et tu as la bourse, ensuite, qui est hyper intéressante. Tu peux acheter des actions individuelles, mais en gros, 90% des investisseurs n'arrivent pas à battre le marché, donc très compliqué. Tu peux acheter des ETF. Et là, ce que je recommande généralement, c'est d'acheter le MSCI World, qui est en gros l'indice qui va reprendre les 1500 plus grosses sociétés mondiales, les sociétés américaines, les sociétés européennes, les sociétés japonaises. Donc, c'est le package global, tu vois. Comme ça, tu es hyper diversifié, tous les secteurs, tous les pays, toutes les industries. Et là, ce que tu conseilles, c'est quoi? En fait, on investit sur n'importe quelle appli dont l'UX nous est agréable ou quoi? Je pense qu'il faut surtout regarder, il y a deux choses. Déjà, on investit pour gagner de l'argent. On n'investit pas pour baisser ses impôts. Donc, la défiscalisation. Vous voyez le mot défiscalisation? C'est simple. Vous dites merci, mais non merci. C'est un piège, toujours. Celui qui gagne sur la défisque, c'est celui qui vous vend le produit. Tout le monde perd. Il y a quelques exceptions, mais dans la grande majorité des cas, tu perds. Ce qu'il faut regarder, du coup, c'est le bon placement. Et ensuite, on optimise la fiscalité. On le fait dans cet ordre. D'abord, le bon placement, donc le MSCI World, par exemple. Et ensuite, la fiscalité. Donc, si tu veux investir sur le MSCI World, tu ouvres un PEA, plan épargne action. C'est la meilleure enveloppe en France pour commencer à investir. Pourquoi ? Parce que tu ne payes pas d'impôt sur le revenu sur ton PEA si tu le laisses ouvert plus de 5 ans. Si tu investis via un compte titre, par exemple... Sur quoi ? Sur les plus-values, du coup ? Sur les plus-values. Tu ne payes jamais d'impôt. Heureusement que tu ne payes pas d'impôt sur les moins-values ou sur si tu gagnes zéro, tu vois. Ça serait horrible. Tu payes toujours des impôts sur la plus-value. Donc, si tu mets 10 000 et qu'à la fin, tu as 8 000, tu ne payes pas d'impôt. C'est normal, tu n'as rien gagné. Ouais. Si tu mets 10 000 et que tu as 20 000 à la fin, tu paieras... Tu paieras des impôts sur les 10 000 viendront se mettre sur la plus grosse tranche de ta tranche d'imposition, quoi. Non, c'est ça qui est bien avec... Alors déjà, en France, il y a un truc qui s'appelle la flat tax. Donc, quand tu investis de base avec un compte titre, qui est le compte le plus basique qui existe, par exemple, Trade Republic aujourd'hui, ou Revolut, c'est un compte titre, tu vas payer 30% d'impôts, même si l'État veut augmenter cette flat tax. Mais tu payeras 30% d'impôts sur la plus-value, quoi qu'il, peu importe combien tu gagnes. Et donc, beaucoup de gens disent c'est un cadeau aux riches, parce que les riches ont une tranche d'imposition sur le revenu qui est très élevée, 45%. Mais par contre, sur le capital, ils sont que à 30% sur la flat tax, parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Je trouve que c'est une mentalité de gain petit, en fait, parce qu'en réalité, tout le monde profite de ça. Que tu sois pauvre ou que tu sois riche, tu es à 30%. Et au moins, c'est simple. Tu peux même pas imaginer le nombre de gens qui me disent « Moi, j'investis pas parce que c'est trop compliqué. J'ai peur de la déclaration d'impôt, je comprends rien. J'ai l'impression que je vais me faire arrêter, que je vais me faire contrôler parce que j'y comprends rien. » Tu vois. Là, au moins, c'est simple. C'est 30% sur ta plus-value, point. Ça, c'est le compte titre. Le PEA, c'est la version boostée du compte titre parce que c'est la même chose. C'est juste que si tu laisses ton argent 5 ans dedans, tu ne retires pas d'argent. Tu peux acheter et vendre à l'intérieur de l'enveloppe, mais tu ne retires pas d'argent. Tu débloques l'avantage fiscal qui est que l'État t'offre les impôts sur le revenu. Et tu paieras uniquement ce qu'on appelle la CSG-CRDS. Donc, tu paieras 17,2% et les 12,8% d'impôts sur le revenu, qui ensemble font les 30% de flat tax, et ça, c'est cadeau, tu les oublies. Et donc, tu paieras si tu laisses 5 ans. Si tu laisses 5 ans. Et sur le PEA, tu peux mettre des ETF MSCI World, tu peux mettre des ETF S&P 500, tu peux mettre des ETF Eurostock 50 et tu peux acheter uniquement des actions européennes. Tu ne peux pas acheter d'actions américaines, malheureusement. Et le PEA, tu le fais avec qui, par exemple ? Alors, je ne vais pas citer de nom, mais en gros, les banques en ligne. Il faut le faire dans une banque en ligne. Ne faites pas votre PEA dans une banque. Une vraie banque. En fait, les banques en ligne sont des vraies banques parce qu'en gros, elles sont adossées à des vraies banques. Tu vois, il y a deux types de banques en ligne. Il y a les banques en ligne qui sont des vraies banques. Qui ont Société Générale, Crédit Agricole. Genre Boursorama, c'est une vraie. Boursobank, c'est une vraie banque. Tu vois. Okay. Et après, tu as Hello Bank, qui n'est pas une vraie banque, mais qui est adossée à la BNP. Donc, peu importe au final. Et toutes les néobanques, tu regardes, à part les Revolut, etc., qui, elles, sont vraiment des banques... et je ne peux pas faire un PEA sur Revolut. Tu ne peux pas faire un PEA sur Revolut. Okay.
Mais donc, chez une banque en ligne, tu fais ton PEA, tu prends celui qui te plaît, tu vois, les frais les moins chers. Tu vas sur la communauté Finari, il y a plein d'articles où les gens comparent, tu vois, les trucs. Tu prends le moins cher, tu prends celui qui te paraît pas trop déconnant. Ne va pas chez ton banquier parce qu'en fait, lui, il va juste te mettre des frais de malade mental partout. Et une fois que pas trop, voilà. Et une fois que tu as fait ça, alors il y a deux cas. Il y a soit tu as une grosse somme d'argent à placer tout de suite, et dans ce cas-là, tu vas te demander ce que j'investis maintenant ou en plusieurs fois. Bon, en gros, c'est mieux d'investir maintenant, statistiquement, c'est plus rentable. C'est juste que c'est très compliqué. Moi, j'ai pas pu le faire quand j'ai gagné de l'argent après l'IPO. Et donc, j'ai investi en plusieurs fois. Parce que j'arrivais pas à appuyer sur le bouton pour faire un ordre à, tu vois, à plus de 300 000 €. Enfin, ça me faisait... Et ça, vas-y, du coup, revenons là. Quand tu touches cette somme, tu payes évidemment tes impôts dessus. Et là, tu dis, OK, je vais le placer. Je me prends un contrôle fiscal d'ailleurs. Je me prends un contrôle fiscal au passage. Vas-y, raconte, c'est marrant ça. En fait, c'est quoi? C'est la banque, en fait, quand tu as reçu le virement, ça a clignoté, quoi? Oui. Alors, la banque m'a appelé pour me dire il y a eu un bug sur votre compte ou qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois, j'étais dans une banque, néobanque un peu pourrie. Mais bon, c'est ton argent, donc tu fais ce que tu veux. Mais après, moi, j'ai pris un avocat parce que je me disais, bon, franchement, je sais pas vraiment comment déclarer. J'ai pas envie qu'il y ait de problème, tu vois. Donc, je vais payer un avocat, il va s'en occuper. Et donc, en fait, on a utilisé un dispositif un peu particulier qui s'appelle les revenus exceptionnels, peu importe. Et il y a très peu de gens qui utilisent ce dispositif chaque année, qui est complètement légal, évidemment. Et donc, c'est vrai qu'ils ont décidé de regarder le dispositif. Et évidemment, on était dans les clous. Et donc, un contrôle fiscal, en fait, ça peut être aussi simple qu'on t'envoie une lettre, on te dit « expliquez-nous ce qui se passe », t'envoies des justificatifs, peut-être qu'ils te posent 2-3 questions, et après, ils disent « OK » ou ils disent « pas OK, on va devoir creuser », et là, tu les rencontres, etc. Moi, ils ont dit « OK », et c'était plié, tu vois. Ouais, j'en ai eu un, moi, il y a pile un an, c'est vrai que ça fait peur quand le mec, il vient... Tu reçois le courrier, qu'après, les mecs, ils viennent chez toi, et qu'il y en a un qui joue le bon flic, l'autre le mauvais flic, et toi, t'es juste là, mais en fait, allez-y, moi, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous donne tout, quoi, tu vois. C'est pas agréable. Ouais. C'est pas agréable. C'est pas un moment agréable. C'est pas un moment agréable. Je pense que c'est d'autant moins agréable quand tu es entrepreneur, parce que là, en fait, ta comptabilité est beaucoup plus complexe en réalité qu'un particulier. Et un contrôle fiscal, ça peut durer très longtemps. Donc, mais en tout cas, les gens qui viennent te voir, généralement, ils sont pas mal intentionnés. C'est juste qu'ils s'appliquent la loi, tu vois. Donc, c'est juste que la loi est très complexe. Ton nom a clignoté, t'es au-dessus de la file, c'est tout, ils te contrôlent, quoi. Exactement, ça a clignoté un peu fort. Donc après, je dois placer l'argent. Et donc là, je vais voir plusieurs conseillers, des banques privées et tout. Et je me dis, mais c'est nul, en fait, ce qu'on me propose. Et donc, je décide d'encore plus investir dans ma propre culture financière. J'avais déjà des bonnes bases, mais là, je passe vraiment à l'action en mode accéléré parce que je suis obligé. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais un ami que j'avais rencontré chez Youpies, qui était mon premier job. Lui, il s'appelle Julien. Julien faisait un stage chez Youpies. Il avait fait la première promo de 42, la première promo de l'histoire. Il fait un stage chez Youpies, on se rencontre, je le trouve génial parce que je me dis, tiens, c'est un dev qui comprend le business. Et ça, c'est mine de rien, ça court pas les rues. Aujourd'hui, c'est plus commun, mais à l'époque, en tout cas, moi, je n'avais pas vu beaucoup. Je me dis, trop bien, on va rester en contact. Et donc, on est devenus amis comme ça. Enfin, potes, on n'était pas amis. Et c'est important, je pense, de ne pas être ami avec ses associés. En tout cas, pas au début. Parce que quand tu crées une boîte, ça peut clasher. Et si ça clash, c'est l'amitié, elle part à la poubelle. Donc, clairement. Nous, on n'avait rien à perdre, tu vois. On était là, on s'entend bien. Et il se trouve que Julien a créé une boîte après Youpies. Il l'a revendue. Il a gagné pas mal d'argent. Et il a eu la même problématique que moi. Et donc, on a commencé à investir ensemble et on a commencé à avoir une espèce de Google Sheet infernal qu'on maintenait pour, tu vois, suivre notre performance et tout. Et on s'est dit, mais le premier truc à faire, là, on devrait juste automatiser notre Google Sheet. On devrait créer une petite app pour nous, pour qu'on puisse suivre nos investissements. Et donc, on avait fait un PEA, on avait fait une assurance vie, on avait fait la crypto et tout. Et donc, c'est quoi? En fait, c'est une app du coup qui va se mettre quoi en API. En fait, c'est créer des bridges avec tous tes leviers d'investissement. Toutes les plateformes Moutet. Tout au même endroit, quoi. Exactement. Et ça n'existait pas. Ça existait, c'était mal fait. Ça existait pour certains secteurs. Par exemple, pour la crypto, il y avait des portfolio trackers, il y avait Delta, il y avait Blockfolio qui étaient vachement bien, mais c'était crypto. Moi, j'ai pas que de la crypto. J'ai aussi plein d'autres choses. J'ai aussi des comptes bancaires, j'ai aussi une assurance vie, j'ai aussi un petit peu d'immobilier, j'ai aussi des SCPI, j'ai aussi peut-être... je n'avais pas, mais tu vois, il y a des gens qui ont des métaux précieux, il y a des gens qui ont des objets de collection. Donc tout ça, pour le réunir dans une app, il n'y avait pas de résultat satisfaisant. Donc on s'est dit, on va juste créer cette app pour nous. Et donc on a créé cette petite app, tu vois, en 2 jours, je pense. Ça a été hyper rapide. Et on la partage à des amis. Et on se dit, bon, voilà, regardez notre nouveau truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'avait pas de nom à l'époque et tout. Il n'y a pas de boîte, évidemment. Et assez rapidement, on se retrouve avec 200-300 personnes qui l'ont. On a écrit une petite newsletter sur la finance et l'investissement qui s'appelait Money Time, qui n'existe plus maintenant. Mais qui... Là, on est en quelle année, là? Là, on est en 2020. Okay. Donc 1 an après, tu vois. Il y a eu le Covid et tout. Donc en gros, ça a vachement accéléré l'envie d'entreprendre. Les gens étaient chez eux et donc du coup, donc les gens plaçaient. On s'est dit, tiens, il y a peut-être un petit momentum. Et nous, on avait le problème. Donc on s'est dit, on va créer... De toute façon, l'app, au pire, elle nous servira à nous. Donc peu importe. Et donc là,
on envoie la newsletter, ça nous permet d'acquérir quelques users, tout est gratuit évidemment, hein. Il n'y a pas de boîte. Les gens aiment bien, on parle avec plein de users, les gens sont passionnés. Évidemment, le produit, il est loin d'être parfait, mais on sent que ça accroche. On n'a aucune idée de comment on va monétiser, de la vision du truc. On dit juste, on va juste créer cet outil. Et là, on parle à quelqu'un, je ne me souviens plus qui c'est, et cette personne nous dit, mais vous devriez postuler à Y Combinator. Et Y Combinator, c'est un incubateur américain qui est... c'est accélérateur même plus, ouais. Ouais, c'est le Harvard, en gros. Tu vois, les The Family a été grandement calqué sur le modèle. Le BSAR qui a été créé en France, qui est en gros une façon d'investir assez simple dans des startups, il est calqué sur le SAFE qui a été créé par YC. Donc bref, c'est vraiment... En gros, c'est les boss de la startup, tu vois. Et c'est là où tu as envie d'être si tu as envie de monter une boîte. Il y a Airbnb qui est passé par là, Coinbase, tu vois. Dropbox, Stripe, Reddit. Reddit était dans la première promo. Sam Altman, le créateur de OpenAI, a été président de YC. Ouais. Bref, c'est là où tous les gens intelligents, en tout cas où beaucoup de gens intelligents, sont situés au même endroit. On s'est dit, trop cool, on n'y a même pas pensé. Donc on postule, et une semaine plus tard, on est pris. On s'est dit, ok, bon bah là, faut y aller quoi. Et donc en fait, on a créé une boîte qui a été Finari. Et tu peux être YC tout en étant en France ou il faut aller là-bas? Alors, il faut aller là-bas. Normalement, c'est juste que c'était le Covid. C'est à San Francisco, non? C'est à San Francisco, ouais. À l'époque, c'était dans la Silicon Valley. Maintenant, c'est vraiment dans Francisco, à Dogpatch. Et donc, à l'époque, tu pouvais plus y aller parce que c'était lockdown, c'était Covid, c'était confinement et compagnie. Et donc, nous, on l'a fait en distanciel, ce qui était sympa. Maintenant, ils sont revenus en présentiel. Et donc, franchement, c'est trop bien. Et là, tu vois, il y a 2 semaines, je parlais avec un gars qui est actuellement... Et c'est vraiment l'expérience de la startup comme tu l'imagines. Ça dure 3 mois, tu es avec ton équipe et tu bosses non-stop. Tu es que entouré de gens qui sont hyper smart, qui ont la dalle, qui viennent de partout dans le monde, qui font plein d'idées différentes. En ce moment, c'est très IA forcément. Je crois que j'avais entendu, maintenant c'est 1 projet sur 2 et IA orienté. C'est 4 sur 5, ah c'est ouais l'IA. Ouais. Okay. Donc normal, tu vois, c'est l'IA, je pense que c'est l'équivalent du passage de rien à Internet, tu vois, ou de DARPANET à Internet. Enfin, c'est vraiment un truc qui est énorme. Mais il se trouve que nous, on était en distanciel et on s'est dit, tiens, comment on peut recréer cette ambiance on est tous ensemble et tout. On avait 3 personnes qui bossaient avec nous à l'époque. Dont 2 qui étaient... on allait les embaucher, mais en gros, on les avait pas encore embauchés. Tu vois. Ils avaient encore d'autres jobs à côté, d'ailleurs. Je salue leurs employeurs qui ont financé le travail de ces gens-là pendant ce temps. Et on s'est dit, bon, on va réunir l'équipe dans un endroit où on peut bosser tous ensemble, qui est un peu stylé. Et en fait, on a vu qu'au Portugal, tu pouvais sortir de chez toi, alors qu'à Paris, tu sais, il fallait l'autorisation et tout, c'était infernal. Et donc, on a loué une maison à Lisbonne pour... rien, parce qu'en plus il y avait personne, tu vois, il y avait pas de touristes, donc les prix étaient divisés par 5. On a loué une magnifique maison énorme, tu vois, en haut d'un belvédère. Il y a plein de belvédères à Lisbonne. Et je suis repassé devant plusieurs fois depuis parce que j'aime bien y aller. Et ça me fait toujours marrer, mais bon bref, on loue cette maison et là on se met en mode vraiment à fond quoi, et on bosse non-stop. En gros, on se levait, je sais pas, vers 9h30, 10h et jusqu'à 3h du mat tous les jours, on développait le truc et on avait une énorme frise sur le mur. Et en fait, la frise marquait l'avancement de notre projet. Et en fait, on voulait recoder l'app. On avait fait l'app à 2 avec Julien de façon très, très artisanale. Là, on recodait l'app correctement de A à Z avec beaucoup plus de travail, beaucoup plus de réflexion et une vraie structure qui existe d'ailleurs toujours dans Finari. Et la conclusion de notre frise, c'était Demo Day, qui est le jour où tu présentes ton projet devant à peu près 2000 investisseurs. Et donc, à la suite de Demo Day, généralement, tu fais ton seed, tu fais ton premier tour de financement. Et donc, on avait cette deadline qu'on était obligé de shipper un truc. On a shippé notre truc, on a présenté à Demo Day et derrière, on a levé 2,2 millions d'euros dans la semaine. Donc, c'était incroyable, tu vois. Et ce moment dans la maison, on avait nos petits rituels. Le soir, le midi, on faisait un petit barbecue. On avait acheté du poisson chez le poissonnier du coin, tu vois. On avait nos petits rituels et c'était vraiment... C'est un moment qui a été très fort et ça nous a vachement liés. Tous les gens qui étaient là à l'époque sont encore là chez Finari. Et c'est quelque chose qu'on essaye de recréer aujourd'hui, tu vois, de vraiment retrouver. On est une compagnie une boîte qui est hybride. Donc on a des gens qui sont full remote, on a des gens qui sont full présentiel et on a des gens qui font un peu des deux. Mais on essaye de vraiment créer une culture qui est très forte au bureau. Et donc là, on est en train de faire de plus en plus de choses. Parce qu'on voit qu'en fait, c'est quand on est ensemble dans la même pièce que la magie opère. Le remote, c'est top pour faire du run, pour livrer un projet. Mais les idées de génie, tu les as quand tu es dans la même pièce. Et donc, on essaye de recréer ça. Mais ça a été un moment super fort.
Et c'est ça qui a lancé Finari. Et clairement, donc en fait, ce que tu disais, c'est déjà, donc il y a le produit, il y a la culture que vous avez mis en place. Et quand même quelque chose qui vous caractérise de ouf, c'est la création de contenu et le contenu éducationnel que vous faites. Ouais. Je crois même qu'il y a même un studio, et même vous êtes en train d'en faire un nouveau là dans vos bureaux. Donc ça, pareil, en fait, est-ce que c'est dès le départ que tu te mets un peu dans cet état d'esprit? Est-ce que ça a été démarré par hasard, par erreur, ou est-ce que tout de suite tu sens que la création de contenu va faire partie intégrante de ta strat? La création de contenu, elle a toujours fait partie de Finari, puisqu'on a créé une newsletter. Avant même de créer Finari, il y avait Money Time, donc une newsletter. Sauf qu'en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que la newsletter, déjà d'une, c'est assez compliqué de découvrir un sujet que tu ne connais pas très bien en lisant une newsletter qui est hyper longue, tu vois. Donc je me suis dit, ça va énormément discriminer les gens qui ne connaissent pas trop et ça va juste les décourager. Ils vont pas y aller. En plus, je voyais 1000 newsletters qui se lançaient par semaine. C'est à l'époque où Substack était en train d'exploser et tout. Ouais. Donc tout le monde lançait une newsletter. Je me suis dit, bon, si j'ai bien appris un truc, c'est qu'il faut pas forcément faire comme tout le monde. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, YouTube, ça m'a l'air beaucoup plus intéressant et spécifiquement la vidéo. Moi, je suis un gros consommateur de YouTube. Je regarde énormément de vidéos pour m'éduquer. J'ai beaucoup appris sur YouTube. J'adore. Franchement, YouTube, c'est la meilleure acquisition de l'histoire de la tech pour moi. Google a acheté YouTube pour 1 milliard. Ce qui est que dalle. Ce qui était énorme à l'époque. C'était fou pour l'époque. C'est parce que tu imagines que déjà, quand Zuckerberg avait acheté Instagram 1 milliard, c'était fou. On disait qu'il était fou. Maintenant, on dit qu'il n'est pas fou. Et YouTube, c'est plusieurs années avant. Plusieurs années avant, et ils gagnaient zéro, tu vois. C'était une machine à brûler de l'argent parce qu'en fait, ils avaient des serveurs, fallait uploader. Enfin, c'était une grosse usine. Il n'y avait pas les YouTube ads et tout. Il n'y avait pas du tout les ads. Ouais. Aujourd'hui, évidemment, c'est un coup de génie et Google est quand même super fort pour ça. Je connaissais rien à YouTube, évidemment. J'avais jamais tourné une vidéo de ma vie. J'avais jamais été devant la caméra de ma vie. Par contre, j'avais quand même fait une école de commerce, donc je savais présenter correctement. Mais j'avais zéro connaissance en vidéo. Donc, on lance une chaîne YouTube très rapidement. Je crois qu'elle date de 2021. Le problème de notre chaîne YouTube, c'est qu'on faisait l'erreur que font toutes les boîtes, c'est qu'on faisait des contenus sur notre produit. On disait, Finari, c'est génial, regardez, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Et les gens s'en branlent de ça. Ça n'intéresse personne. Et donc, on a mis quand même plusieurs années avant de trouver ce qui marche, c'est-à-dire donner de la valeur aux spectateurs. Donc, un jour, on fait une vidéo, on se dit, tiens, je vais analyser un patrimoine d'un utilisateur Finari. Et on va la publier. Tu vois, la vidéo faite à l'arrache. C'est un peu ta touch, ça, maintenant. Ouais, maintenant, c'est ma vidéo, c'est mon format star, tu vois. Mais c'était vraiment complètement... C'était un truc qu'on testait par vidéo. Toi, tu l'avais fait pour François Bayrou quand il a été... J'ai fait Bayrou il n'y a pas longtemps. J'ai fait Macron, j'avais fait Gabriel Attal. J'en avais fait plein, tu vois. Et on a fait plein d'autres formats depuis. Mais en tout cas, on fait ce premier format. On a, je pense, 1000 abonnés à la chaîne à l'époque, péniblement, tu vois. On lance le format. Au bout d'une semaine, on fait 100 000 vues. On se dit, OK, là, c'est ouf. Et après, on met quelques mois commencer à comprendre comment on fait vraiment une machine YouTube. Et donc ça, c'était en juillet de mémoire. Juillet 2023. Et en septembre, octobre 2023, là, on se dit, OK, on s'y met vraiment. C'est-à-dire, on arrête tous les autres canaux d'acquisition, le paid y compris. Donc, on arrête le paid, on arrête tout. Et on se concentre uniquement là-dessus. On fait un calendrier éditorial. On teste plein de formats. On bosse avec des freelances, principalement à l'époque, qui vont nous aider à faire du montage, à écrire des scripts, à trouver des nouveaux formats, à présenter aussi certains formats. Et on a fait plein d'essais et on a trouvé en gros 3 formats qui cartonnent, 4 formats maintenant qui cartonnent. On a les analyses de patrimoine, ça c'est vraiment le format star. Toutes les semaines, tous les dimanches à 8h du mat, ça sort. Une fois on l'a sorti un samedi, il y a tout le monde qui a gueulé, ils ont dit mais c'est quoi ce truc? Moi je la bois, je la regarde en buvant mon café le dimanche matin, vous m'avez limite gâché mon petit plaisir et tout. Donc bref, faut surtout pas, faut pas changer quelque chose qui marche. Donc on est revenu dimanche matin. On a lancé les Finari Talk, qui sont des entretiens comme celui-ci, sauf qu'on va parler de finance de façon quand même assez détaillée. Moi, j'ai un background finance, et donc je peux aller assez loin sur des sujets qui sont assez techniques. Et donc, avec le Finari Talk, j'invite des experts et des expertes pour qu'on creuse un sujet très, très, très profondément. Donc, ça peut être un peu technique, mais ça marche parce que c'est technique, justement. Bah oui, parce que dans tous les cas, de toute façon, l'audience qui va regarder ça et l'audience qui vous intéresse, elle est technique en fait. C'est des gens qui veulent progresser surtout. Ouais. Ils n'ont pas forcément toutes les connaissances, mais tu vois, hier, quelqu'un me disait, est-ce que tu as des informations sur les ETF synthétiques? C'est un type d'ETF. Et je lui disais, écoute, j'ai fait un Finari Talk avec le directeur France de BlackRock, qui est le plus gros gérant d'actifs au monde et le plus gros émetteur d'ETF. Et donc, on adresse notamment spécifiquement la question des ETF synthétiques. Donc, le gars, il a regardé 1h30. Je pense qu'il a appris énormément de connaissances et c'est ça l'investissement le plus rentable, c'est dans tes connaissances. Donc on a ce format-là, on a des vidéos éducationnelles, par exemple comment investir 10 000 euros, c'est quoi un PEA, comment débuter en bourse. Enfin,
vraiment des kits de démarrage. Et après, on a un nouveau format qu'on a lancé récemment que j'adore, qui s'appelle Histoire d'entrepreneur, où je présente des parcours d'entrepreneurs exceptionnels. Donc, on a fait Bernard Arnault, on a fait Jensen Huang qui a créé Nvidia, on a fait Sam Altman. Et là, on va faire un format. Et tu fais en mode un peu docu, c'est quoi? Ouais, je fais en mode docu. Ouais, genre 20 minutes? Ouais, 20-25 minutes. Et là, on va faire. Alors, je pense qu'elle sera sortie quand ton interview sortira. C'est les Rothschild. Et l'idée, c'est de vraiment présenter des gens qui ont eu un impact important sur l'économie mondiale. Et on va aller de très, très dans le détail. Et c'est un format c'est un format presque journalistique. C'est un format journalistique, ouais. Je sais que moi, ça, c'est un truc que je veux lancer. Pareil, alors moi, je voulais appeler ça genre histoire de business ou quoi, mais c'est genre raconter l'histoire de la naissance de Pixar, tu sais, avec Steve Jobs. C'est vrai que tu vois, franchement, je pense que tu as interview 100 personnes dans la rue. Je pense qu'il n'y en a même pas 20% qui savent que c'est Steve Jobs qui a lancé Pixar, tu vois. Ouais. Et genre, raconter cette histoire en mode un peu docu ou quoi, ça me ferait grave kiffer. Donc, du coup, ma question, c'est combien de temps ça prend et c'est quoi un peu le process pour monter ce genre de vidéo? Alors ça, en fait, les gens, ils voient ma chaîne. Alors déjà, ils pensent que je suis tout seul chez Finari. Ils pensent que voilà, je fais tout. Je dev, je fais des designs, je fais des interviews, machin. Je fais des vidéos. Donc, évidemment, j'ai des équipes qui font la plupart des projets. On a une équipe qui est dédiée à la vidéo. Et donc, ces gens-là... C'est eux qui vont scripter, tout ça et tout. Voilà, on va définir un calendrier ensemble. Ils vont scripter, on va revoir ensemble, très dans le détail en réalité. Donc, je vais beaucoup challenger ce qu'ils font. Ensuite, on va tourner. Mais les tournages, en réalité, c'est 4 heures toutes les 2 semaines pour moi. Donc, on a notre studio, comme tu l'as dit. Et je pense que ça a été la clé. Maintenant, ce que je vois, l'erreur que tout le monde fait, c'est que tout le monde veut faire comme moi, tu vois. Tout le monde, comme moi, ou tout le monde veut faire une chaîne YouTube. Et les gens me disent, c'est quoi le matos que tu as? C'est quoi le truc? C'est quoi les micros? Mais aucune importance. Tu vois, moi, au début, j'avais une webcam à 120 €, qui était une webcam 4K, et j'avais un micro que j'avais acheté 15 €. Et j'étais vraiment... Moi, tu vois, je te l'ai dit, je viens d'un milieu qui était un peu privilégié, mais mes parents avaient toujours ces réflexes de peur de manquer. Donc, quand j'ai lancé Finari, moi aussi, j'ai eu très vite peur de manquer, donc j'étais très précautionneux et je dépensais pas 1 € de trop. Et donc, on avait vraiment du matos, mais de base, et c'est pas ça qui a fait que ça a marché ou pas. Ce qui a fait que ça a marché, c'est que le contenu était bon. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on a du super matos, on a un studio qui est professionnel, etc. Et on a des pros qui bossent pour nous, tu vois, c'est des gens qui bossaient chez Webedia et compagnie. Mais à la base, c'est pas ça qui a fait le succès. Et donc, le vrai succès, c'est l'organisation, le fait d'avoir persisté. Ça fait des années qu'on fait ça. Et on continue d'innover. Tu vois, là, on va lancer des nouvelles choses cette année qu'on n'a jamais fait. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher, c'est pas grave. Et on est purement analytique. C'est-à-dire qu'on regarde les datas et on dit « Ok, ça marche. Ok, ça ne marche pas. » Et tu vois, il y a MrBeast qui a sorti son guide d'onboarding. Qui a leaké. Bah, franchement, allez voir ça. Vous tapez MrBeast, onboarding ou guide ou un truc comme ça. Vous trouverez un doc qui est hyper bien, qui t'explique comment fonctionne la création de contenu. Et tu vois, il y a un truc que j'ai retenu et qu'on a vraiment mis en place très fortement, c'est quelqu'un vient me voir avec un concept de vidéo, ce qui arrive à peu près tous les jours. Et la première chose qu'il va me dire, c'est le titre de la vidéo, ça sera ça. Et la vignette, ça sera ça. La miniature, ça sera ça. Donc en fait, tu raisonnes déjà en termes de produit fini. Et c'est ça qui est très bien parce que ça te dit... C'est ce que dit MrBeast en fait. Ouais, c'est ce que dit MrBeast, mais c'est ce que font tous les bons en fait. Et c'était un peu implicite. Et nous, des fois, on le faisait pas, on ne s'en est pas rendu compte, mais aujourd'hui, on le fait à fond. Donc, mon conseil, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est soyez authentique. Ne copiez pas ce que font les autres, ça ne sert à rien. Enfin, si vous voulez copier Finari, il y en a plein qui copient, qui ont fait des analyses de patrimoine et tout. Ça ne marche absolument pas. Enfin, en tout cas, ça marche 50 fois moins que ce qu'on fait parce que c'est même drôle. Les gens lancent des analyses de patrimoine. Tu as les 100 premiers commentaires, c'est des commentaires qui disent « Ah, vous avez tout copié sur Finari ». Donc, en plus, c'est négatif pour ton image. Donc, lance des choses qui te différencient, persiste, regarde les datas. Et ce qui compte, c'est le contenu, pas le contenant. Tu regardes les youtubeurs qui sont méga connus aujourd'hui, leurs premières vidéos, elles sont horribles en fait et ils ont honte généralement. Va regarder les premières vidéos de MrBeast. Mais va regarder les premières vidéos d'Abixem, de Squeezie, c'est hyper basique. Mais c'est pas ça. Ce qui marche, c'est que c'est eux, c'est que c'est des vraies personnes. Et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de youtubeurs parce que maintenant je suis un peu parti du milieu, tu vois, je suis un peu youtubeur, on a 300 000 abonnés, donc on commence à être une chaîne assez grosse. Et c'est hyper intéressant parce que les gens qui sont à l'écran, c'est ce qu'ils sont en vrai. C'est vraiment leur personnalité. Et ça transparaît. Tu regardes la chaîne d'Hugo Décrypte, et ben Hugo, c'est la même personne dans la vie privée que dans la vie publique. Et ça, c'est fort, tu vois. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, il faut persister. Et je pense qu'il y a un play de Media-led company qui va exploser. Et si on peut en être les pionniers en France, tant mieux. Je pense que ça deviendra la norme. Et de toute façon, moi, je me suis toujours dit, qui est le mieux placé pour parler de mon produit? C'est moi. Qui est le mieux placé pour faire la promo de mon produit? C'est moi.
qui est le mieux placé pour valoriser mon produit? C'est moi. Donc pourquoi j'irais payer d'autres gens pour le faire? Moi, je le fais moi. Et ça revient à mon principe de base qui est on a appris à faire nous-mêmes et ensuite on a monté une équipe, on a délégué, on a acheté du super matos, on a fait un studio, etc. Mais à l'origine, le succès, c'est on a tout fait nous-mêmes, on était 2 et on a fait ça en découvrant le métier. Et ça nous a permis de vraiment d'assembler une équipe qui est top et de scaler. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une machine. Enfin, tu vois, j'ai tourné aussi sur des très grosses chaînes et je vais beaucoup à la télé. J'étais à la radio, tu vois, hier. Franchement, on n'a rien à leur envier. Pour moi, on fait du meilleur boulot par moment parce qu'on est beaucoup plus data-driven qu'eux. Et nous, en plus, on sait faire des outils tech. Donc, on va beaucoup plus vite avec l'IA. Tu peux faire des trucs de fou. Donc, c'est l'âge d'or de la création. Et je pense que pour les entreprises, c'est jamais devenu plus intéressant. Enfin, c'est hyper attractif, mais il faut que ça soit vous, quoi. Et c'est pas facile aussi de... Moi, je me sacrifie un peu pour l'équipe en apparaissant à l'écran. Je le fais pas par ego. Je le fais vraiment parce que mon associé ne voulait pas le faire. Et on s'est dit qu'il fallait incarner la marque. Et ben voilà, c'est moi qui le fais. Ça a aussi des effets de bord qui sont peut-être moins sympas. Moi, je suis quelqu'un d'assez privé. Bon, bah, les gens te reconnaissent dans la rue. Moi, c'est quelque chose qui me fait pas vibrer personnellement. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est le truc. Mais en tout cas, c'est un super outil pour nous. C'est énorme. Ouais, non, mais ça juste pour rebondir avant de terminer, parce qu'on va arriver vers la fin du podcast. Toi, quand on te reconnaît dans la rue, il n'y a même pas une petite partie de toi que ça fait kiffer? Non. J'en parlais l'autre jour avec Marc Jocariz qui me disait, qui est passé chez moi. Je vais te le dire, moi en vrai, je kiffe trop, quoi. Je suis trop content quoi, quand quelqu'un me reconnaît, quoi. Ouais, on a beaucoup parlé avec Marc, que je salue. Voilà. Tu vois, c'est typiquement un truc de personnalité. Moi, ça, j'aime pas trop. Par contre, est-ce que ça me fait plaisir, fondamentalement, de parler à quelqu'un qui admire mon travail? Mais bien sûr. Et est-ce que je prends le temps de parler aux gens? Évidemment. Sauf que des fois, je vais être avec ma mère, avec des potes, avec ma copine. Je vais être... tu vois, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle et en fait, il y a quelqu'un qui ne sait pas, qui attend de moi que je sois la personne qui connaît dans ses vidéos. Donc, c'est un peu difficile. Tu vois, je vais pas faire comme si j'étais Brad Pitt, mais c'est vrai qu'à mesure que la chaîne grossit, tu vois le truc prendre de l'ampleur et tu te dis, OK. À 300 000 abonnés, ça commence à tabasser. En fait, la célébrité à ma micro-échelle, moi, c'est pas quelque chose qui me fait forcément vibrer. Ça fait partie du jeu. Mais il faut bien être conscient que si vous montrez votre tête, le risque, c'est que... Enfin, le risque, si vous faites bien votre boulot, bah ça arrivera. Et donc, c'est juste, faut vivre avec, quoi. Mais il n'y a aucun problème. Hein, ça se fait, tu vois, ça fait un peu problème de riche. C'est juste que c'est pas quelque chose que j'avais attendu. Moi, je savais pas que ça allait arriver et que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc, quand ça t'arrive la première fois, c'est marrant. Quand ça arrive, tu racontes à tes potes, ils te croient pas trop. Ensuite, ils le vivent en vrai. Tu vois, on a une blague avec mon associé qui est en remote. Chaque fois qu'il vient à Paris et qu'on se voit, il y a des gens qui viennent me voir, mais c'est un sketch, tu vois, presque. Et ça arrive tout le temps. Ça arrivait dans des lieux improbables, partout. Donc, ça fait partie du jeu. Et moi, en fait, le truc qui me fait vraiment plaisir, c'est que je rencontre des gens de tous les milieux sociaux. Ça peut être dans des petits restos, ça peut être dans des endroits stylés, ça peut être à l'étranger, ça peut être dans des avions, tout ce que tu veux. C'est des gens, c'est toutes les classes sociales. Et ça démontre une chose, c'est que ça les intéresse de parler argent. Et c'était ça le postulat de base de la chaîne, c'est que faut arrêter de dire que l'argent c'est tabou. C'est pas tabou. C'est juste que on a décidé que c'était tabou il y a quelques années. C'est fini ça maintenant. Faut en parler, faut être libre, faut être ouvert sur ça. Et en fait, c'est plus on va en parler, plus on va démystifier le sujet et plus les gens vont se prendre en main. Et moins on sera dépendant de l'État. Tu vois, l'État et du système des retraites. On dit souvent que l'investir c'est pour les riches. Je vais donner un exemple qui est très simple. Il faut travailler 43 ans en France pour avoir la retraite pleine. Si tu n'as aucun patrimoine et que tu débutes ta carrière aujourd'hui, tu commences à investir 150 € tous les mois pendant les 43 ans de ta fameuse carrière pour avoir ta retraite, tu auras, et que tu investis en bourse, tu auras 1,1 million d'euros à la fin. Statistiquement parlant. Alors évidemment, le marché peut monter, peut baisser, mais statistiquement parlant, c'est ce qui va se passer. Et ce qui est génial, c'est que tu auras mis 77 000 € de ta poche. Et tout le reste, c'est ton argent qui aura travaillé pour toi. C'est les fameux intérêts composés. C'est comme un effet boule de neige, tu vois. Tu crées des intérêts sur des intérêts sur des intérêts. Ça c'est si tu mets sur des ETF. C'est si tu mets en bourse, ça. Ouais. Mais tu peux investir. Et les ETF, c'est la façon la plus simple d'investir en bourse. Et pour te dire même, si tu commences à 18 ans et que tu mets 150 €, celui qui commence à 30 ans, il faudra qu'il mette 300 € par mois. Celui qui commence à 50 ans, il faudra qu'il mette plusieurs milliers d'euros par mois pour arriver au même résultat. Donc, plus tu es jeune, moins tu as besoin de mettre parce que tu as plein d'années devant toi, tu vois. Et donc,
Le truc qui me rend le plus heureux, c'est quand il y a un gars ou une fille de 18 ans qui vient me voir, qui me dit « Je viens de finir mes études » ou « Je commence mes études et je commence à investir ». Je me dis « Mais lui ou elle est tellement bien partie dans la vie. Moi, j'aurais adoré avoir ça. » J'ai pas eu ça. Au moins, je peux le donner à des gens et c'est gratuit sur Internet. Donc, ouais, tant mieux. Écoute, Mounir, ça sera un petit peu le mot de la fin. Où est-ce qu'on te suit, toi, principalement, du coup? Donc, YouTube, chaîne Finari, je suppose. La chaîne Finari, j'ai pas de chaîne personnelle. Peut-être que j'en aurai un jour. J'ai un compte X et un compte Insta et j'essaie de partager un peu plus de coulisses sur la chaîne. Et puis rendez-vous sur Finari aussi. Si vous voulez gérer votre argent, je pense que c'est un bon outil. On a une super communauté et puis surtout, on a un outil qui vous simplifie la vie. Moi, ce que je veux, en gros, c'est qu'en France, on est les champions d'Europe, de l'épargne. On est ceux qui épargnent le plus, mais on est les cancres de l'investissement. Parce que cette épargne, on n'en fait rien. Elle traîne sur des comptes courants, sur des livrets. Il y a 600 milliards sur le livret A et le LDDS. C'est de l'argent qui est perdu, tu vois. Cet argent, il faut le mettre au travail. Donc, on a déjà le réflexe d'épargner. Maintenant, moi, je veux donner le réflexe d'investir. Donc, voilà, c'est ma mission. Et sur LinkedIn un petit peu aussi? Sur LinkedIn un petit peu, ouais. C'est mon réseau historique et c'est un réseau que j'aime bien. Mais c'est vrai que ces temps-ci, je vais plutôt être sur Insta parce que je trouve que tu as un contact beaucoup plus direct avec les gens. Et je ne sais pas pourquoi, tu vois, j'avais pas d'Insta il y a encore quelques mois. J'ai l'impression que les gens se confient beaucoup plus. LinkedIn, tu as toujours le côté un peu pro. Donc, tu ne veux pas parler de ta vie perso. Sur Insta, je reçois vraiment des témoignages de dingue et j'essaye de répondre à tout le monde. Donc, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi et j'essaierai de vous répondre. Et franchement, les témoignages, ça fait quand même super plaisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en train de se mettre en marche. Et donc, on est en train de créer une espèce de génération d'or de l'investissement. Et je pense qu'on est dans l'âge d'or de l'investissement. Ça n'a jamais été aussi simple. Là, le contenu est accessible gratuitement. Tout le monde peut se former. Donc, les outils sont simples. Les outils sont super simples. On va rentrer vraiment dans un moment où, vu que le système des retraites ne va pas tenir, les individus vont prendre le relais, la société civile. Et donc, on va vraiment changer de paradigme. Et ça, c'est assez dingue. C'est top. Écoute, merci beaucoup Mounir. Merci Hugo. Je vais également remercier du coup Podspace qui nous accueille dans ce très joli setup. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes en audio, un petit 5 étoiles, ça prend une seconde, mais ça aide énormément le podcast pour le référencement. Merci à tous. Merci Mounir et à bientôt dans La Chapelle Radio. Salut Hugo.